Bonsoir, sans polémique. Rien que la vérité est que la vérité. Je suis là à côté de Freddy Monanga, qui est avec nous dans ce programme de Code 243, et nous allons aujourd'hui parler de plusieurs sujets. Freddy, qu'est-ce que vous leur avez réservé? Nous leur avons réservé beaucoup de choses, surtout les sujets brûlants qui font l'actualité pour le moment, et tout ce qui est un peu caché derrière les choses qui font l'actualité actuellement. Ce qui fait l'actualité actuellement, une commission mixte congolo-rwandaise est en train de travailler sur la révisitation de nos frontières. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je sais que tu t'es penché depuis des semaines, tu as appelé à gauche, à droite. Je t'ai vu avec beaucoup de cartes et tout ça, superposées les unes derrière les autres. Dis-nous, Freddy, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, déjà, il y a une chose, je sais que les Congolais ont peur. Ont peur de perdre une partie du territoire actuellement du Congo. Alors, nous allons commencer par le début. Comme tout le monde le sait, l'actuel Rwanda-Burundi, qui s'appelait Rwanda-Urundi, n'était pas un territoire de la colonie belge, n'était pas une colonie belge. C'était une colonie allemande. Et l'actuelle RDC était une colonie belge. D'abord, c'était une propriété du roi. Et exactement le 28 novembre 1907, il y a eu un traité qui a été signé entre la Belgique et le roi. Et l'effectivité a été en 1908. La Belgique a hérité du roi Léopold. Du roi, la RDC. Et puis... Disons le Congo qui est devenu le Congo qui est devenu la RDC. En 1911, une commission mixte allemande et belge a travaillé sur la démarcation des frontières, de la frontière entre le Rwanda, entre les colonies allemandes, c'est-à-dire actuellement le Rwanda, Urundi et la Tanzanie, ainsi que le Congo. Il y avait des experts allemands et belges, et parce qu'ils devaient bien séparer... bien se partager le gâteau. Bien se partager le gâteau sur le terrain. Et ils ont bien démarqué. À la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique était un pays neutre. La neutralité de la Belgique a été touchée parce que l'Allemagne a envahi la Belgique en quelques jours, en une semaine je crois, si je me rappelle bien. Donc la colonie s'est sentie obligée de répliquer. C'est ainsi que la force publique a attaqué l'Allemagne, donc au niveau du Rwanda, Urundi et Tanganyika. Et ils ont pris une bonne partie de la colonie allemande, et l'autre partie, ce sont les Anglais qui ont pris. Alors, à la fin de la guerre, l'Allemagne avait perdu, alors les Alliés devaient se partager le gâteau allemand. Et donc la Belgique a dit, voilà, moi je prends la partie que j'ai déjà conquise pendant la guerre. Donc il y avait le Rwanda, l'Urundi et une partie du Tanganyika. Mais les Anglais, comme ils étaient d'abord plus puissants que les Belges, ils ont dit non, nous voulons cette partie de Tanganyika parce qu'en plus nous voudrons construire un chemin de fer qui va de l'Afrique du Sud à l'Égypte. Donc donnez-nous cette partie. Bon, finalement, ils se sont entendus. La Belgique a gardé le Rwanda, Urundi, donc Rwanda, Burundi, et ils ont remis l'autre partie aux Anglais. La Tanzanie. La Tanzanie. Voilà. Et le reste. Bon. Et donc, les frontières n'avaient pas changé. Et le Rwanda-Urundi est devenu un territoire, non pas de protectorat, comme je l'entends souvent, parce qu'il faut utiliser les termes qu'il faut. Le protectorat, c'est un autre régime. La Société des Nations, qui est la mère de l'ONU, a donné un mandat à la Belgique pour gérer le Rwanda-Urundi. Et quand l'ONU s'est mutée quand la SN s'est mutée en ONU, elle a changé le mandat en tutelle. Et la différence, elle est surtout au niveau de l'organisation interne. De la gestion, en fait, de l'un sur l'autre. Voilà, de la gestion des territoires, et c'est tout. Mais les frontières ont toujours été les mêmes que les frontières de 1911. Les frontières n'ont pas changé.
Et souvent, j'entends, les gens disent, oui, mais les Belges, parce que les Rwandais aussi disent que les Belges ont grignoté un peu de leur territoire quand on leur a donné le mandat et puis la tutelle. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand un pays a le mandat ou la tutelle, il y a un conseil de tutelle qui justement contrôle la gestion de ce territoire-là. Donc la Belgique ne pouvait pas grignoter le territoire le territoire rwandais parce que ce n'était pas son territoire. Et aussi parce que, selon la charte coloniale, les indigènes, comme ils les appelaient, congolais, étaient des Belges. Ah, donc tu voudrais dire que oui. L'ensemble des Congolais avaient une nationalité? Oui. Et cela a été effectif jusqu'à quand? Jusqu'au 30 juin 60. Donc, toutes les personnes nées avant le 30 juin 60 sur le territoire congolais sont des Belges. Sont des Belges. Tiens, tiens, tiens. Et la différence, c'est que ceux du territoire Rwanda-Urundi n'étaient pas des Belges. Parce que c'était un territoire sous mandat et puis après sous tutelle. C'est ainsi que donc, les Belges ne pouvaient pas changer le territoire parce qu'il y avait déjà une frontière bien établie en 1911 avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, s'il faut se baser sur une frontière bien précise, il faut prendre la frontière de 1911 qui est la même que la frontière officielle actuellement. Donc, d'après toi, même si cette commission s'est retrouvée et qu'on n'aurait pas retrouvé quelques bornes comme ils sont en train de le prétendre, logiquement, on ne devrait rien perdre. 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 J'espère vraiment que, mon cher Freddy, que ta parole sera une parole d'évangile qui pourra se justifier parce que la balkanisation, c'est un mot qui met les Congolais, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de l'Est, du Nord, du Ouest ou du Centre, en émoi. J'espère que ces révélations-là sont correctes. Mais, en fait, les documents existent. Il suffit d'aller dans la bibliothèque de l'ONU. Moi, j'ai un document ici. Les frontières du Rwanda-Urundi et le régime international. Le document est là. Tout est marqué dedans. Il suffit d'aller dans la bibliothèque des Nations Unies et vous trouverez ce document-là qui a été fait en 1957. Tout est dessus. Tout est dessus. Donc, les frontières du Rwanda-Urundi et le régime international de tutelle. Un document que nous vous demandons, chers frères de la RDC, et d'ailleurs de lire, parce qu'il est important que vous puissiez ensemble, chaque fois qu'il y a une information qui paraît sur les réseaux ou dans les journaux, de pouvoir aller vérifier, d'en discuter. Et ceci nous permettra, par le choc des idées, de pouvoir trouver des bonnes solutions. Donc, d'après notre collègue et ami et frère Freddy Monanga, ici, cette révision, logiquement, ne devrait pas... Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Mais il y a des velléités de l'autre côté, parce qu'il y a ceux qui disent, qui veulent justifier qu'on leur a pris une centaine de kilomètres et tout ça. On parle déjà de montagnes prises et tout ça. Non. Peuple congolais, nous vous demandons d'être très, très vigilants concernant ce dossier. Nous espérons également que la classe politique congolaise, au niveau du Parlement, qui rentre en session à partir de lundi, qui vont pouvoir en tenir compte, ressortissants du Kivu, des Kivu, de Maniema, et même, pourquoi pas, Katanga et autres, please... levez-vous si c'est nécessaire pour pouvoir dire non. On ne perdra rien de notre territoire car c'est une grâce divine. Freddy, toujours dans le cas de la révision, la Constitution. Je sais que tu en ris, mais c'est le sujet. Tout le monde se bat. Tout récemment, le président du Sénat a d'après nos sources, rappelé le pouvoir pourtant auquel... il appartient parce qu'il y travaille dans la République démocratique du Congo, a fait une déclaration tonitruante. Dis-moi, où est-ce qu'on en est avec ce dossier Constitution? Par ailleurs, j'ai appris, et je crois que tu l'as appris aussi, qu'il y aurait une commission où il y aurait en fait un groupe, encore une fois en Belgique, qui travaille sur un nouveau document de Constitution. Parlons-en un peu. Ben, je crois que, normalement, écoute Abraham, il aurait dû même pas être question de réviser cette Constitution. S'il fallait le faire, alors ils auraient dû penser à cela il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est très bien que c'est pour prolonger le mandat de Joseph Kabila. Exact.
Et M. Keng va bien souligner un problème. Changer la Constitution, c'est justement mettre en péril cette cohésion nationale qu'ils ont eue à construire et à bâtir quand ils se sont retrouvés à Sun City. Et donc, changer la... Parce que ce n'est pas l'article 220 elle-même qui, comme on dit, qui est verrouillé, mais ce sont les dispositions de l'article qui sont verrouillées. Et donc, moi, je crois que les Congolais vont être surpris. J'ai l'impression. Par quoi? Je vais te dire pourquoi je pense à cela. Ta candidature ou non, par la réaction de M. Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas prononcé. Tu l'as entendu se prononcer? Non. Ce sont les autres qui parlent à sa place. J'ai entendu Francis Kalombo, que j'ai suivi hier, qui, lui, est resté... tiens, pour une fois, il est resté le même. Il avait déjà dit qu'il était contre la révision et tout ça. Je crois qu'il est revenu à la charge hier. Est-ce que c'est une fuite en avant? Je ne sais pas. Mais bon, je salue le courage. Tout comme M. que nous avons reçu, Jean-Claude Mouyambo, que nous saluons au passage pour son courage. Non, je n'ai jamais entendu... M. Kabila ne s'est pas prononcé. Et quand je vois que son conseiller en matière de sécurité, M. Pierre Numbi, a dit la même chose. Et au moment où nous parlons, il est toujours conseiller de M. Kabila. Et apparemment, il s'est même retiré de la majorité présidentielle. On l'a chassé, ou en tout cas... il y a eu quelques petites menaces. Des petites menaces. En voyant tout ça, je me dis, je crois que Kabila ne va pas changer. Lui ne va pas décider qu'on change la Constitution et lui ne va pas être candidat. Être candidat en 2016. Ce serait qui, Zoé? Ah, ça maintenant, c'est un nom qui est avancé, là. Possible. Mais en tout cas, lui, je ne crois pas. Zoé ou la sœur Jeannette ou... Et puis c'est un jeune, je crois qu'il aime la vie. Je crois que je ne crois pas que, bien qu'il soit militaire, je ne crois pas que c'est un fou. Il a bien reçu les signaux de la communauté internationale. Lorsqu'ils ont fait la campagne avec l'AFDL du Kivu jusqu'à Kinshasa, ils étaient soutenus par qui ils étaient soutenus. Ils connaissent leurs forces. Ils connaissent de quoi ils sont capables. Je ne parle pas des Rwandais. Je parle exactement, vous parlez de la communauté internationale. Et il sait de quoi ils sont capables. Et je ne crois pas qu'il va essayer de jouer un bras de fer avec eux. Il ne va pas jouer un bras de fer, donc il revient à dire que c'est son entourage, ce sont les membres, certains membres qui sont pour l'heure en train de faire. On a vu ça sous la Deuxième République, alors que le maréchal était très mal barré, excusez-moi du terme. Certains essayaient de revenir ou faire croire qu'il était toujours là, populaire, et voilà. Jusqu'au jour où il a été... malheureusement chassé de cette manière-là. Parce que j'ai suivi Kinké Moulumba à un moment, dans un discours, il a dit, M. Kabila, je sais comment pense la communauté internationale et je sais que pense la communauté internationale. Kinké, c'est l'homme de Kabila Désir. L'homme de Kabila Désir, Tolembi Ote, Mokako Soa, Santantotom, c'est la même chose, quoi. Le soft. Et le soft. Mais là, il n'a pas été très soft, il est vraiment rentré dedans. Et je crois que tout ça, c'est pour récupérer quelques billets. Comme M. Kabila, aujourd'hui, c'est un milliardaire, tout le monde veut une petite partie. Une petite partie. Alors, les discours fusent dans tous les sens. On essaye de le diviniser pour toucher son ego. Et vous savez, le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Et ils seront tous surpris parce que, en plus, il y a un autre problème. Très sérieux. Tous ces gens, les Kabiliens, là, tous ceux qui sont derrière Joseph Kabila, ils savent très bien que demain, si Kabila n'est plus président de la République, ils auront des problèmes. Ils le savent, parce qu'ils ont très mal géré. Et ils ne pourront pas s'exiler. Où est-ce qu'ils vont s'exiler? Les combattants sont partout. Les combattants sont partout. Nous sommes sur le code 243. Dans cette émission, nous disons, c'est sans polémique. Rien que la vérité, que la vérité. Dossier Jean-Bertrand Ewanga. Le patriarche, secrétaire général de l'UNC, est en prison. Freddy. On a vu une parodie judiciaire ou juridique. C'est pire qu'une parodie. C'était une... Je ne sais pas comment c'est pire qu'une parodie. Parce que... Moi, j'ai appris, Freddy, que avant sa condamnation, il a demandé le retrait de ses avocats.
Il a demandé à ses avocats de se retirer. Durant le procès. Oui, avant la proclamation, il a dit au juge, écoutez, je comprends votre situation, elle est difficile, que vous ne savez pas prononcer autre chose que ce qu'on vous a demandé de faire. Allez-y, envoyez-moi en prison. Ses avocats ont dû sortir parce que c'est... Et il a dit, j'ai un proche qui me l'a encore répété, que voilà, il était prêt, parce qu'il se rendait bien compte que tous les arguments qui avaient été soulevés, juridiques, pour dire que nulle part cette condamnation n'était pas basée sur un texte, oui, sur aucune constitution ni quoi que ce soit. Voilà, aujourd'hui, Jean-Bert Tran et Wanga, que nous saluons au passage et à qui nous demandons d'être courageux, est en train de morfondre dans une prison pour avoir dit, même pas, parce que j'ai encore visionné, revisionné cette vidéo qui nous a été officieusement transférée par nos amis de l'UNC que nous saluons. J'ai visionné, je ne l'ai pas entendu dire. Rwanda. C'était plutôt la population qui répondait. Mais j'ose croire que identifier, arrêter tous ces dizaines de milliers de personnes qui étaient là, c'est difficile. Et chose étonnante, il s'est fait arrêter par l'ANER, un député. Donc tu imagines, nous sommes ici aux États-Unis, un congressman qui va se faire arrêter par la CIA parce qu'il a dit Barack Obama à Zonga, Kenya. Je donne un exemple. Tu imagines un peu? Oui, j'imagine. C'est grave. J'imagine. Non, c'est vraiment très grave. C'est très grave. C'est très grave. Mais moi, je pense toujours par rapport aux choses cachées, parce que bon, il faut un peu regarder tout ce qui se passe dans le pays. Nous savons très bien que le milieu politique chez nous est vicié. Oui. Et les politiciens sont très vicieux. Kabila ne gère pas le pays tout seul. Oui. Il doit y avoir un groupe de personnes autour de lui qui gèrent ce pays-là avec lui, ou même pour lui dans certains domaines. Je me suis posé la question, Kabila était aux États-Unis lorsqu'il y a eu ce discours. Selon les informations que nous avons, l'ANER était déjà au courant de ce discours-là à une demi-heure après. Ils avaient sûrement des gens sur le terrain. Voilà. Mais la décision de l'arrêter, apparemment, c'est tombé, le procureur c'était vers 15 heures. Mais ils ont attendu jusqu'au lendemain, à l'aube, pour aller l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient peur. Alors moi, je me dis peut-être que c'était juste un excès de zèle de leur part. Et que maintenant, ils attendaient l'approbation de leur chef pour qu'ils disent « Ok, allez-y ». Mais pour cela, ils devaient présenter un dossier au chef. Et ce dossier a peut-être convaincu le chef en disant « Ok, allez prendre ce gars-là ». Et puis on a appris aussi qu'il y aurait des problèmes internes dans l'UNC. Et je demande aux Congolais, il y a certains membres de l'UNC qui ont été cités. Nous ne les citerons pas ici, même si on n'est dans pas polémique. Mais nous allons les citer lors de la sortie du gouvernement de cohésion, de ce fameux gouvernement de cohésion nationale. Si dans ce gouvernement, il y a certains membres de l'UNC, alors nous aurons compris que ces membres-là, ils sont aussi pour quelque chose. Sont de mèche avec ceux qui ont arrêté Ewanga. Voilà, nous vous l'avons dit, c'est sans polémique. Et rien que la vérité, et que la vérité. La vérité n'est que la vérité. Dossier Ewanga, nous sommes en train de suivre et attendons avec impatience de vous livrer le nom ou les noms des personnes que nous croyons avoir trempé dans le dossier de M. Ewanga. Mais en plus, est-ce que tous les membres sont satisfaits du passage de flambeau de Bokulaka Bomboko à M. Ewanga? Ça, c'est une question que vraiment je me tourne vers mes amis et frères, car je me considère étant Mongo chez les Louloua. Pour ceux qui connaissent mes amitiés avec certaines grandes familles de cette tribu, j'ose croire que, et vraiment j'espérais voir les Anamongo être soudés dans ce combat qu'a mené personnellement
Jean-Bertrand Iwanga, mais j'ai entendu des déclarations à gauche, à droite, vraiment que je n'ai pas appréciées. Nous n'allons pas faire ici la promotion d'une ou deux personnes, mais vraiment ceci demanderait une grande cohésion et une condamnation. Une condamnation doit venir. Nous devons apprendre à ne pas regarder nos couleurs politiques à un certain moment, mais voir rien que la vérité. La vérité peut être du côté du pouvoir à un certain moment et peut-être du côté de l'opposition, du côté du peuple. Mais lorsqu'il y a vérité, d'où qu'elle vienne, il faudrait qu'elle soit lue, acceptée par tout un chacun. Coutinho Fernando, l'archbishop. Tu as vu les images? Triste. Triste de voir un homme qu'on a vu il y a quelques années en forme. Parce que là, j'ai revu les images ce matin. C'était triste. Il n'arrivait pas à marcher, c'est un moribond. Je me suis posé la question, pourquoi il le sort maintenant? Et puis après, je me suis rappelé que sa peine était une peine de 10 ans. On l'avait arrêté en 2005. Donc l'année prochaine, sa peine prenait fin. Donc il a presque purgé sa peine. Pourquoi le libérer maintenant? Et l'état dans lequel j'ai vu monsieur l'archbishop Coutinho, je me suis dit, peut-être que ces gens ne veulent pas avoir sa mort entre leurs mains. Tu vas jusque-là, tu crois? Je vais jusque-là. Peut-être parce que imaginons que l'archbishop meurt en prison, ça serait grave pour eux. Déjà qu'ils savent que le procès Ouanga, c'est déjà une épine dans leur pied. Avoir en plus la mort de Coutinho, ce serait quasiment un clou. Waouh! Coutinho Fernando, l'archbishop que nous saluons Maman Amy et tous les membres de l'église que préside le pasteur Coutinho, l'archbishop, cet homme de Dieu, contesté par certains, aimé par d'autres. Vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue. Et surtout, archbishop, j'ai un message particulier pour vous. Il concerne Sauvons le Congo, qui est ce mouvement que vous avez lancé sous inspiration. Vous êtes venu aux États-Unis, vous avez été à Atlanta, touché même ce feu, là où se trouve la tombe de Martin Luther King. Vous avez parlé, nous vous avons suivi. Nous prions simplement que l'Éternel vous donne la force et la vision pour qu'il vous rétablisse dans votre santé et que vous puissiez continuer ce combat. Car ceux qui ont essayé de le reprendre n'ont peut-être pas la même clairvoyance ou la même vision, que vous. Mais nous prions vraiment pour que l'Éternel lui redonne la santé et que les calculs de tous ceux qui pensent qu'il ne vivra pas longtemps, qu'ils soient tous désorientés. Sans polémique. Rien que la vérité et que la vérité. Freddy, les comportements de nos compatriotes. Plus d'une centaine de groupes sur Facebook. Chaque jour qui passe, il y a des groupes. Et d'ailleurs, tu peux même te retrouver sur Facebook, parlant de Facebook. Sans l'avoir demandé, tu te retrouves dans un groupe, les gens en train de converser. On t'y a amené sans t'avoir appelé, sans t'avoir demandé quoi que ce soit. Mais c'est du Hawa, à ton avis? Ben, écoute... les injures faciles, les faux profils, parlons-en un peu, parce que c'est devenu abject. Des gens ont fait des millions sur Facebook. Il faut le soulever d'ailleurs, il faut le soulever. Les gens travaillent. C'est un instrument de travail. C'est un instrument de travail. Obama est passé président avec Exactement. Facebook. Les gens lancent des produits sur Facebook, vendent des produits sur Facebook, font de la promotion sur Facebook, organisent leur parti, organisent des révolutions sur Facebook. Ben oui. La révolution arabe. Pourquoi ces comportements? Moi, je crois que c'est d'abord, ça traduit. Ce qui se passe dans Facebook traduit exactement ce qui se passe dans la grande communauté congolaise, c'est-à-dire tous les Congolais. Il y a, comme je disais, il y a un déficit d'instruction, parce que la majorité des personnes qui sont sur Facebook sont des jeunes. Aujourd'hui, au Congo, les jeunes ont une instruction boiteuse. Et comme tout le monde voyage, tout le monde va, parce que la majorité des personnes dans Facebook sont aussi à l'étranger. Et donc, beaucoup avec leur instruction boiteuse et leur éducation à moitié, ben, ça se reflète dans leur façon d'agir sur Facebook. Alors, une fois, comme j'ai dit, on en a parlé, toi et moi, une fois d'ailleurs, en privé. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou des personnes qui viennent recadrer les choses dans la communauté.
dans tous ces débats-là, on doit savoir, il y a une différence entre un politicien, un analyste politique, un activiste et un citoyen qui donne son avis. Le politicien, lui, il fait de la politique, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir avoir le pouvoir, pour arriver au pouvoir et gérer la chose publique. Exact. Tout ce qu'il peut. Même jusqu'à avoir des alliances même contre nature. Parce qu'il doit aller au pouvoir. Tandis qu'un activiste lutte pour les libertés, la justice, la vérité. Il ne cherche pas à gérer la chose publique. L'exemple de M. Chebea, qui était à la tête de l'organisation de... Comment De la... l'Association des droits de l'homme du Congo, du Zaïre. C'est depuis l'époque du Zaïre qu'il est dans cette association-là. Il n'a jamais été ministre, c'était pas ça comment, sa motivation, son travail, le but à atteindre. C'était lutter pour que le Congo devienne un pays de liberté, un pays de justice. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que il a eu à libérer M. Numbi, le général qui a participé à sa mort. À l'époque où Numbi était membre de l'UFERI et qu'ils ont commis des crimes au Kassai, il a été arrêté, mais il n'y avait pas de preuves. Et c'est l'Association des droits de l'homme du Congo, du Zaïre à l'époque, avec toujours Chebea en tête, ils ont tout fait pour sortir Numbi de là. Et même beaucoup de gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui étaient dans l'opposition soi-disant, ont souvent eu à bénéficier des services de Chebea. Et aujourd'hui, le fustige, soi-disant qu'il serait manipulé et tout ça. Donc, et puis il y a l'analyste politique, c'est presque un journaliste, qui regarde ce qui se passe dans le milieu politique et analyse selon sa façon de voir les choses. Il fait une analyse des faits politiques et le publie. Et puis il y a le citoyen qui, lui, donne son avis sur ce qu'il voit. Alors, on ne peut pas mélanger toutes ces personnes. Et souvent, chez nous, au Congo, quelqu'un qui donne son avis, ou qui fait sur Facebook, quelqu'un qui donne son avis sur un fait politique, on dit que c'est faire de la politique. C'est pas faire de la politique. Exact. Faire de la politique, c'est autre chose. La politique, c'est le terrain. C'est le terrain. Ce n'est pas donner son avis sur un fait politique ou des faits politiques comme là. On ne fait pas de la politique. Parce que beaucoup me disent « Ah, maintenant, on commence à la politique. » On ne fait pas de la politique. Si je devais faire la politique, je serais dans un parti et je serais au pays. Là, nous sommes des journalistes, on fait de l'analyse politique. On fait l'analyse politique. En tout cas, mesdames et messieurs qui nous suivez, j'espère que l'explication que nous a donnée Freddy va aider la majeure partie d'entre vous. Et nous voulons également, et je voudrais revenir, Freddy, parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir, de lire surtout. Il y a deux mots qui reviennent souvent, et je suis même retourné à la définition de ces mots. Distraction. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, automatiquement, ça devient une distraction. Et je me souviens avoir lu et compris que la distraction, en fait, c'est un bon moment. Lorsqu'on veut se distraire, c'est-à-dire on veut passer du bon temps, un temps agréable, un temps où on se relaxe, on fait une activité qui calme les nerfs, qui relâche la tension et tout ça. Donc, ce terme, je le vois répété matin et soir, commenter n'importe comment. Et distraction. Distraction. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et voilà. Parce que ça leur dépasse. Exactement. Et puis je me souviens même avoir répondu à quelqu'un pour dire, mais tiens, en fait, c'est bien parce qu'il faut la distraction. Dans le cas précis, il faut qu'on nous entraîne dans une distraction pour que nous puissions nous réjouir et décrisper par rapport au reste. Deuxième chose. Donc à chaque fois que ça les dépasse, c'est de la distraction. Voilà. Ces injures faciles qui reviennent toutes les... On n'a pas compris ces collabos, on n'a pas compris ces... Je me suis dit, mais Seigneur, les gens font des millions sur Facebook. Les gens avancent, font la promotion de leurs produits.
J'ai vu des grands groupes ici défendre des malades d'Ebola, récolter de l'argent, faire avancer des projets, construire des écoles sur Facebook. Oui. Faire du casting, avoir de l'argent et faire de la promotion. Vraiment, ce que ces comportements que nous décelons dans cette diaspora. Et surtout, parlons un peu de ces journalistes, présentateurs qui viennent à la télé, mal habillés, qui parlent n'importe comment, qui font des dédicaces. Tiens, ça c'est nouveau. C'est grave ça. Parce qu'eux aussi sont dépassés par les événements, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Parce que pour les mêmes cas qui se passent dans d'autres pays, ils applaudissent. Quand c'est le cas du Congo et qu'ils sont dépassés, ils condamnent. Ils condamnent. Et donc, tu sais, je vais donner un exemple très simple. Ça va te faire rire, mais tu sais, j'étais un jour assis avec des aînés et j'ai parlé un peu d'une situation que j'avais vécue. Des amis nigériens qui avaient perdu leurs parents ici et qu'ils avaient dû s'endetter énormément pour pouvoir rapatrier le corps chez eux au Nigeria. Mais mon épouse et moi, quand nous sommes allés les voir, parce que ce sont des amis, nous avons fait comme on fait chez nous. Nous avons cotisé. Nous pensions que les Nigériens faisaient comme nous. Et ces amis nous ont remerciés, que c'est comme si on leur avait donné la vie éternelle. Merci beaucoup, vraiment, c'est très... Alors, on s'est dit, mais c'est... Pour nous, on trouve que c'était un acte normal, parce que dans la communauté congolaise, ça se passe comme ça. Et c'est là où je me dis que souvent, quand on dit que les Congolais ne sont pas unis, l'union est encore embryonnaire. Il faut maintenant un leader qui va pouvoir le mettre en gestation et faire naître le bébé. Et donc, je parlais avec les aînés, ils m'ont dit, mais oui, c'est normal, eux, ce sont des Nigériens, vous c'est parce que vous ne prenez jamais des assurances. Eux, ils prennent des assurances vie, c'est pour cela qu'ils ne font pas des cotisations. Vous, c'est parce que vous n'êtes pas organisé, alors il faut que les gens cotisent. Donc, la façon dont la manière dont on fonctionne, pour ces aînés, ce n'était pas bien, de cotiser quand il faut rapatrier un corps. Mais chez les Nigériens, quand nous avons expliqué ce qui se passait chez nous, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Voilà, au moins les Congolais sont unis. Nous, ça n'existe pas. Regarde, ils viennent aux deux, ils mangent, ils boivent, ils se saoulent, ils partent. À nos frais. Chez vous, les gens cotisent. Chez nous, les gens cotisent. Je crois que tu le sais, quand un Congolais meurt ici, même quand on ne le connaît pas, juste parce que ça fait mal. Par solidarité, par solidarité, on envoie un 50, un 100 $. Moi, je me rappelle quand j'étais en Caroline du Nord, j'ai vécu un peu là-bas, quand il y avait un décès, c'était 100 $ par famille et 50 $ par individu. Donc les célibataires payaient 50, une famille c'était 100 $. Et c'était d'office, les gens ne se posaient même pas de questions données. Mais dans d'autres communautés, ça n'existe pas. Et donc, pour te dire que quand nous on fait des choses, c'est toujours mal vu. Et ces aînés ont critiqué cette pratique congolaise, alors que les Nigériens ont trouvé que c'était une pratique solidaire. Pratique solidaire, mesdames et messieurs, tout n'est pas mauvais. Je crois que les Congolais peuvent toujours faire quelque chose d'intéressant ici. Donc quand ils sont dépassés, comme tu as dit, des insultes viennent. Et les anonymats, par exemple, sur Facebook. Oh là là. Les gens qui se cachent derrière des Mokomboso, tout ça, et ils insultent facilement comme Moi, ça. je les aime bien. Tu sais ce qui est terrible, c'est que... Là, je vais vous donner un truc, mesdames et messieurs. Facebook, aujourd'hui, nous a permis de pouvoir déceler les locations. J'ai récemment quelqu'un qui m'a traité de tous les noms de petits oiseaux. Il se cachait derrière un profil. Je lui ai balancé son numéro de téléphone. Je lui ai sorti, je dis, voilà ton numéro de téléphone. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est appeler ta compagnie. Il était à Londres, voilà ton nom. Et avoir ton adresse et toute chose. Et également ici, et lui dire, voilà, je vais appeler mon avocat. Parce que les gens oublient une chose. Je vous regarde en face, mesdames et messieurs. Vous savez, il faut faire attention avec Facebook. Il y a eu en 2013 un célèbre procès ici aux États-Unis d'une dame pour laquelle on avait utilisé des photos sans sa permission. Des centaines de milliers de dollars, si pas des millions, lui ont été payés parce qu'elle a gagné son procès. Facebook, et c'est vrai, est un réseau qui nous connecte tous. Mais ce réseau est codifié. Il y a certaines choses qu'on puisse faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Les utilisations d'images,
photos qui ne vous appartiennent pas, sans permission, sont condamnables. Les injures constatées sont condamnables. Les éléments vidéo et autres, tout cela est condamnable. Au fait, il faut lire, quand vous créez votre profil, Facebook vous fait lire Exactement. les conditions d'utilisation de Facebook. Exactement. En général, les gens ne lisent pas, ils scroll down et puis ils cliquent OK. Voilà. Mais il faut le lire. Il faut tout ce que tu dis là. Et je le dis, mesdames et messieurs, parce que personnellement, j'ai failli, il y a quelques mois, je crois que chez lui, je voulais excéder, énervé par rapport à mon image. Quelqu'un me dit, racontait n'importe quoi. J'étais voir mon avocat. Et à cet avocat de me dire, mais écoutez, il m'a posé 2 questions. Il me dit, mais le monsieur que tu veux, pour lequel tu portes plainte là, est-ce qu'il a de l'argent? Je lui dis, apparemment non, je crois pas. Puis il me dit, mais est-ce que tu sens vraiment que c'est nécessaire? C'est l'avocat, un avocat américain. Et pourtant, tu les connais, ils sont prêts à, pour image, va demander 5 millions de dollars et autres. Parce que c'est ce que lui voyait. Oui. Il s'est dit, mais sûrement, comme je te vois, ça doit être quelqu'un qui doit être bourré aux as ou qui a une bonne société. Ben, c'est l'occasion que tu lui rappelles que, voilà. Et à la fin, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, Abraham, je te conseille, ne le fais pas. Parce que ça va te coûter plus d'argent, les frais de justice et tout ça, par rapport au reste. Mais je le dis, je ne menace personne. C'est simplement pour que nos mentalités changent. Mais au fait, quand la personne n'a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe à la condamnation? Mais là, je ne sais pas. Si mais on la condamne à une certaine somme et la personne n'a pas cette somme. Ben, où est-ce qu'elle va tirer la somme? Les sommes que les personnes ont, c'est leur revenu. Elle ne pourra dire au juge que, ben voilà, monsieur le juge, voilà ma fiche de paye, on me paye, je ne sais pas, 3 000 $ le mois, voilà ce que ça vaut, tout ce que je peux faire, c'est peut-être donner 100 $ ou 200 $. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? La personne va en prison? Non, elle ne va pas en prison, mais elle est condamnée. Ben, elle sera condamnée à payer 200 $ pendant 20, 30, tu connais les États-Unis, hein, ça peut être très long. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je crois que oui. Oui. Pour donner l'exemple, parce qu'il faut que ça cesse. Parce que quand je rentre dans les débats des Américains, par exemple, ils font attention aux insultes. Ils sont rares. Ils se critiquent, mais ils ne s'insultent pas. Exact. Et bien sûr, il y a quelques... En général, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a toujours 2-3 personnes qui insultent, qui sont aussi cachées derrière des faux profils. Mais en général, il y a débat. Et c'est ce qu'il faut, débat d'idées. Ces gens n'ont pas d'idées, ils n'ont pas d'arguments, ils insultent. Débattons, mesdames et messieurs, discutons, mesdemoiselles, chers confrères de la République démocratique du Congo. Et dis-moi, Freddy, on a fait le tour. Y a-t-il un autre sujet? Ebola. Tiens, on a parlé d'Ebola? Non. Qu'est-ce qui se passe avec Ebola? Ben, Ebola, comme tu le sais très bien, c'est une épidémie, hein, une fièvre qui est en train de frapper l'Afrique. La première fois, ça a frappé, on le sait, c'est au Congo. Près de la rivière Ebola, quelque part dans l'Équateur. C'est la raison pour laquelle cette maladie porte le nom africain. Mais j'ai été surpris d'apprendre que... J'ai suivi une émission sur TV5 avec un professeur, un médecin, qui disait que, au fait, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement quels sont les véritables modes de transmission. On sait que c'est par contact physique, mais bon, là, il a dit là, comment pour utiliser les termes de ce médecin, il a dit la littérature médicale. Wow, j'aime bien le terme. La littérature médicale n'est pas assez bavarde sur le mode de transmission de la maladie Ebola. Raison pour laquelle les gens pataugent un peu. On vous dit qu'il faut laver les mains, et puis il faut faire attention à ceci, faire attention à cela. Mais bon, je trouve, dans tout ça, je trouve dommage que les pays africains ne s'impliquent pas. Ils attendent que l'aide vienne de l'extérieur. Moi, c'est ça que je trouve dommage. Tiens, tu sais que le ministre congolais avait demandé 3 millions de $. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois à la Cour des comptes ou bien à la Banque nationale ou je ne sais plus quel autre service a déclaré que le Congo avait emmagasiné une centaine de millions de dollars qui étaient disponibles. Et un confrère que je salue ici, Henri Zouzi, avec la radio Mboté, qui commentait pour dire, mais tiens, pourquoi on va demander autant de millions
2-3 millions alors que nous avons assez d'argent dans la caisse. Voilà, voilà. Le ministre avait-il l'information? Je n'en sais rien, c'est le ministre de la Santé. Il est dans le gouvernement. Exactement. Il doit avoir l'information. Voilà, donc pourquoi se précipiter à aller demander de l'aide à l'extérieur alors que nous avons cette aide intérieure? Par ailleurs, j'aimerais aussi, saluant ici au passage un confrère de 5 sur 5 médias, Okay. Ce jeune activiste congolais qui a d'ailleurs fait une belle émission sur Ebola. Qui ça Kambale Moussavouli. Que je salue et une émission que je vous demanderai d'aller d'écouter. Il a fait en lingala. Elle est assez claire, il donne son point de vue. Je crois que c'est ce genre de programme, ce genre d'émission dont on a besoin pour pouvoir nous édifier. Comme on dit, le fer s'aiguise. On a besoin de ce genre de programme plutôt que des navets, plutôt que ce que nous voyons tous les jours qui ne nous amène à rien si ce n'est vers plus de médiocrité. Freddy, qu'est-ce que nous n'avons pas touché? Beaucoup de sujets. Non, ben écoutez, moi je crois que j'aimerais parler un peu du cas de l'homme de Dieu, du prophète Nkongobila. Okay. Parce que j'ai reçu par des contacts personnels, j'ai reçu quelques documents sur son extradition et, comment dirais-je, la demande d'extradition congolaise à l'Afrique du Sud pour que M. Nkongobila soit extradé. Bon, comme tu sais, le Congo est signataire et membre de la SADC. Okay. Et dans la SADC, il est dit, pour extrader quelqu'un vers son pays, un fugitif vers son pays d'origine, il faut être sûr que ce fugitif ne sera pas torturé, aura droit à une justice équitable. Donc voilà tout ça. Et donc, je sais que M. Nkongobila a essayé de prouver que, voilà, si je vais au Congo, je n'aurai pas accès à une justice équitable. Surtout que dans la demande d'extradition du prophète Nkongobila, il est dit que il avait attaqué le siège de la chaîne nationale armé, alors que tout le monde sait qu'ils étaient avec des bâtons. Donc, ils l'ont même dit, parce que le ministre de l'Information, il avait dit, le ministre de la Défense l'avait dit aussi ce jour-là, ces gens n'avaient que des armes. Alors comment est-ce que dans la demande, vous dites... Il n'y avait que des bâtons, on n'avait pas d'armes. Non, que des bâtons. Que des bâtons. C'est vrai, que des bâtons. Comment est-ce que dans la demande d'extradition, vous dites que ces personnes ont commis des crimes, ils étaient armés, ils ont tiré partout et tout ça. Ça n'a pas de sens. Et aussi, une autre chose qui va faire en sorte que M. Nkongobila ne sera sûrement pas extradé, le cas Ewanga. C'est un cas qui va montrer qu'au Congo, il n'y a pas de justice. Un député qui s'est fait arrêter par les agents de la sécurité. Qui était venu cabouler chez lui à 3h du matin. Cabouler et tout ça, donc voilà. Encore une mauvaise image du Congo à l'étranger. Encore une mauvaise image à l'étranger, mais nous battons ici à Code 243 avec ce programme que nous avons appelé Sans polémique. Rien que la vérité et que la vérité. Freddy et moi, et ceux qui veulent nous rejoindre, mesdames et messieurs, nous lançons cet appel, nous vous regardons bien en face. Nous voulons grandir, mais nous voulons bien grandir. Nous voulons avoir d'autres programmes, d'autres émissions qui pourraient parler d'autres sujets. Okay. Nous lançons l'appel à ceux qui veulent nous rejoindre. Les numéros de téléphone, vous allez les voir au bas de la page. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur la toile, www.code243.info. Contactez-nous si vous sentez que vous pouvez nous rendre un service. Si vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, à Goma, Bukavu, Kananga, Mbujimaï, Matadi, Mbandaka ou ailleurs, que vous avez du matériel. Si vous n'avez pas, nous pouvons vous le fournir. Nous allons signer un contrat avec vous de manière à ce que vous puissiez nous épauler à faire ce travail. Vous devez comprendre que vous devez répondre à certains critères que nous allons définir avec vous, car nous voulons et recherchons l'excellence. C'est ça notre but. C'est la raison pour laquelle Freddy et moi avons mis ce programme de Sans polémique, rien que la vérité, toute la vérité, ensemble. Ce programme qui également est diffusé tous les 15 jours, oui. Compte tenu des sujets. Et alors, nous voulons également rappeler, pour ceux qui veulent intervenir, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est toi le financier, parce qu'on nous a déjà labellisé alors que les Congolais n'ont pas compris. Ça, je regarde droit pour vous dire, écoutez, nous sommes une chaîne. Lorsque nous sommes contactés officiellement pour faire du reportage, nous savons le faire
un reportage, c'est-à-dire nous allons chez M. Monanga, filmer M. Monanga qui fait peut-être le baptême de ses enfants ou la première communion ou encore qui fait le diplôme de son enfant. Nous allons faire un travail labellisé Freddy Monanga. Ceci ne fait pas de nous des Monanga, mais nous avons fait un travail pour le compte de M. Monanga. C'est comme un avocat. C'est comme un avocat, voilà. Donc, nous le disons parce qu'aujourd'hui, et c'est chose grave, laisse-moi te faire rire, Freddy, j'ai fait très attention pour ne pas prendre une cravate rouge. Moi aussi, je me suis dit, pas de foulard rouge, pas de chemise rouge, voilà. Pas de pochette rouge. Voilà, malgré que j'ai beaucoup d'amis au sein de ce parti-là qui est en rouge, l'UNC, dont je salue le président national Vital Kamere, je salue tous les présidents, Jean-Lucien Boussa, Jean-Claude Vouemba, Moulangala Médard, Clément Kankou, tous ceux qui sont passés dans nos programmes, nous vous saluons, nous sommes là pour vous. Envoyez-nous vos desiderata, envoyez-nous vos demandes et nous allons y répondre. Freddy, un mot de la fin parce que la régie me dit qu'il ne reste plus que 30 secondes. Le mot de la fin, c'est la fin de l'émission. J'aime ça. C'est la fin de l'émission. On se voit très bientôt, Freddy. Allez, au revoir. Au revoir, bonsoir chez vous. Bonsoir. Bye bye.